Bonjour, donc c'est Maziar Dolatabadi. Je suis directeur adjoint au numérique en charge de la technique à Radio France. Bonjour, je suis Pierre-Gilles Mialon. Je suis l'architecte web au numérique de Radio France. Donc on va vous raconter une histoire, une vraie histoire. Il était une fois l'hébergement à Radio France. On est en juillet 2014, je suis dans ma voiture et je suis en train de me rendre au travail. Il est 8h20 et mon téléphone sonne, c'est mon équipe. Le site qu'on a ouvert, le site de France Info, qu'on a ouvert il y a quelques semaines, est en difficulté et apparemment l'ensemble de l'infrastructure de l'hébergement de Radio France est en difficulté. En gros, l'histoire c'est celle-ci. Il y a un avion qui se crache en Ukraine et le premier journaliste qui est sur place et qui a le son, c'est un journaliste de France Info. Il a le son, on est content, on a un scoop et il le publie sur le site de France Info. Ça fait le buzz et on a d'autres médias en ligne qui décident de partager ce son-là sur leur page web. Voilà, il y a une pic de charge et des pics de charge de ce type-là, il y en a plein. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quand on est client, on appelle son hébergeur. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a un problème? On a un site de médias, on a un scoop, notre site est down. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, le prestataire, il nous dit de quoi vous vous plaignez? Vous êtes victime de votre succès, vous avez une pic de charge, votre infra ne tient pas. Ça c'est gentil quand on a quelqu'un au téléphone, mais on nous dit ouvrez des tickets, ouvrez des tickets, ouvrez des tickets. Alors on ouvre des tickets, on nous pose des questions, on répond aux questions, on ouvre des tickets, on prend son téléphone et on appelle l'hébergeur. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On tombe sur un ops. Bonjour, t'es qui toi? Je suis tout nouveau, je viens d'arriver, je suis un nouveau, je ne connais pas votre historique, de quoi vous me parlez, donnez-moi votre numéro de ticket, etc., etc. Et ticket. Vous savez ce qui se passe à la fin? Quand on a une littérature pendant des mois qui traîne, il y a un commentaire de la part de l'hébergeur, c'est « ce n'est pas de notre faute, vous n'avez qu'à regarder votre tête technique ». Ok, on est des gens sérieux, on regarde notre dette technique. On regarde, c'est vrai, on a une legacy, on a des sites qui n'arrêtent pas de tomber, on se dit que oui, côté applicatif aussi, il faut regarder, on est un peu sérieux. Donc on se met à réparer l'applicatif. On se met à réparer les CMS qui sont là depuis X années. Des surcouches et des couches de code, etc. On répare le requête SQL. C'est vrai, on a des requêtes SQL lentes. On a un site de monnaie, on a des sites de médias. Plus on répare, plus on a de l'audience. Et plus on a de l'audience, plus nos sites sont down. Alors qu'est-ce qui se passe là? En fait, dans ces histoires-là, c'est ta faute, non, c'est la tienne. On a les développeurs d'un côté, on a les ops de l'autre, mais là c'est pire, il y a une autre frontière, client-prestataire. C'est de ta faute, non, c'est la tienne, vas-y, prouve que c'est la mienne, c'est de ma faute, etc. Vous, en tant qu'auditeur, vous, en tant que consultant de nos sites internet, vous n'en avez rien à faire de savoir si c'est la faute des développeurs, si c'est la faute des ops, ou c'est la faute du prestataire qui ne ferait pas éventuellement son travail. Donc, c'est de ta faute, c'est pas la tienne. À un moment donné, il y en a marre, et on se dit, on va faire table rase. Pas table rase, partir de zéro, on a une expérience, on a des vécus. Mais n'empêche qu'on se dit, on va arrêter ces histoires-là, on va dire, arrêtez, c'est de ta faute, c'est la mienne. On va essayer d'enlever les frontières, y compris presta-client, et on va se dire, tiens, on donne une feuille blanche. En fait, un soir avec Maziar, on se retrouve avec un ami et il nous fait part de ses difficultés, de la petite histoire qu'il vient de vous raconter. Et on lui dit, et là, avec le vin, in vino veritas, en fait, après quelques bouteilles, on lui refait une infra, mais alors un truc génial. Et à 2h du matin, rue Mouffetard, Maziar est persuadé qu'il lui faut un bus pour articuler l'information de ses sites web. Et il nous invite à venir en septembre 2014 pour que ce rêve, dans un état d'ébriété avancé, se transforme dans quelque chose de plus concret. Et il réunit les ops et les devs ensemble, et on se retrouve à réfléchir et à rêver sans contrainte ce qu'on voudrait pour que les sites soient enfin disponibles et que sortir de cette situation dramatique. Du coup, on commence à faire des choses à base de microservices en
Enfin, à l'époque, c'est la mode. On met des microservices en Node.js, on met un bus RabbitMQ et on commence à développer enfin, très vite, en fait, on se retrouve avec un POC qui marche plutôt bien. Les premiers éléments de test étant validés, on va se mettre dans un bac à sable. Là, pour le coup, c'est des serveurs qu'on opère en interne à Radio France. Donc, en fait, on est tout à fait libre de faire ce qu'on veut. Donc, on fait nos pâtés, on fait des pâtés, et puis ça marche vraiment de mieux en mieux. Et là, on a un site qui s'allume à la fin, donc on est assez fiers, et on se retourne vers Maziar et on lui dit: écoute, maintenant, nos pâtés, ils sont chouettes, quand est-ce qu'on les fait en béton? Donc voilà, on a quelque chose qui fonctionne en laboratoire, on fait des POC et tout. Donc c'est bien gentil de faire quelque chose chez soi. On a envie de s'adresser aux professionnels, celui qui va nous héberger en fait cette infrastructure, ce qu'on a imaginé, l'architecture qu'on a imaginée. On se retourne vers notre prestataire en disant: bon voilà, on a imaginé ça. On veut retravailler ça ensemble, on veut construire quelque chose ensemble, on n'a plus envie de retomber de nouveau dans c'est ta faute, c'est la mienne, etc. On va essayer de mettre en face de ce qu'on a réfléchi nous en laboratoire, on va l'éprouver avec vous. Et là, on fait des ateliers de travail. On fait des ateliers de travail des deux côtés, on en fait plusieurs, et puis on s'entend de dire à la fin de ces ateliers: bah écoutez, vous êtes bien gentils, mais ce que vous nous demandez, la responsabilité que vous demandez qu'on doit prendre, on ne peut pas l'assumer parce que ce n'est pas dans notre catalogue. Les technos que vous demandez, ce n'est pas dans notre catalogue. Alors comment on fait en fait pour se dépasser de la contrainte, d'une nouvelle contrainte? Bah, n'y croyez pas, ne croyez pas qu'on fait n'importe quoi avec vos impôts, mais c'est une image, on prend la carte bleue et on le donne aux devs et aux ops. On dit voilà, on va effacer aussi la contrainte Presta client. Et qu'est-ce que vous allez faire avec la carte bleue? Bah, on récupère la carte bleue et on analyse la situation dans laquelle on est. Et la situation dans laquelle on est, elle n'est pas tellement rigolote. On a un fournisseur qui est un point bloquant et on se sent un peu prisonnier. On se dit, bah, on va prendre un autre fournisseur, mais l'autre fournisseur, ce qui va se passer avec lui? Parce qu'on risque de se retrouver, il n'y a pas de raison que ce soit différent, on va rééditer la même histoire. Donc en fait, pour pas se remettre en prison une seconde fois, la carte bleue, on va la prendre, mais on va aller voir plusieurs fournisseurs et on va s'assurer que la plateforme puisse être développée en parallèle chez plusieurs fournisseurs pour que si un fournisseur nous claque dans les doigts ou ce milieu n'a plus fonctionné, on ait une solution de repli et qu'on ne soit pas dans la situation bloquée qu'on connaît ce jour-là. Alors à partir de ce moment-là, on va commencer, comme c'est nous qui allons opérer les plateformes, on va définir une infrastructure Morito piscine. Le concept est assez simple. On veut que l'équipe au complet des ops puisse boire son Morito autour de la même piscine sans être importuné par les messages d'alerting. Parce qu'il n'y a rien de pire quand on boit un Morito autour d'une piscine que de recevoir un SMS de PagerDuty. Donc on va mettre de la redondance partout. On va faire en sorte que l'infrastructure soit la plus résiliente possible et qu'il n'y ait pas de bottleneck. Alors le souci de ce type d'infrastructure, c'est que ça représente des contraintes pour les devs. Donc en fait, on explique aux devs, enfin il y a une vraie concertation qui se fait avec les devs. C'est-à-dire que toute l'infrastructure est faite en partenariat avec eux et en fait on leur explique cette contrainte-là, on te la pose parce qu'on veut que dans ce cas-là, si on perd la moitié de nos serveurs, eh ben, on veut continuer à servir les sites de Radio France. Et en fait, à partir du moment où la contrainte est expliquée, où c'est bien partagé avec les développeurs, c'est accepté et on trouve toujours les parades qui nous permettent d'assurer la continuité de service des sites. Alors, donc on a une architecture infra, système, on a une architecture applicative et on doit délivrer quelque chose qui est le site de francebleu.fr en septembre 2015. Et c'est bien gentil, encore une fois, d'essayer de regarder les choses dans un coin. Et là, l'idée, c'est vraiment l'éprouver avec le réel. Ce qu'on a réfléchi quelque part, même si les développeurs, les ops, ils ont travaillé ensemble, là, il fallait réellement l'éprouver. Et là, l'équipe travaille avec des itérations, à des réunions tous les quotidiennes, etc. Ils ont des délits. Peut-être que vous êtes habitué de ce type de rituel. Et là, l'équipe d'Ops décide de... Bon, on va se rendre au daily de Bleu, donc la réunion quotidienne de Bleu qui dure une dizaine de minutes le matin.
Et en fait, le fait de partager le daily avec eux, d'abord, on peut faire remonter le Daily de Bleu, regroupe à la fois l'équipe de développeurs, mais aussi les gens du métier de France Bleu. Et donc, ça permet d'expliquer aux gens qui sont des porteurs de besoins qu'il y a certains de leurs besoins qui sont pas satisfaisants, enfin, qu'on ne pourra jamais satisfaire, parce que leur rêve va trop loin. Ça crée aussi des liens, ça crée des contacts, et en fait la rencontre avec les développeurs de France Bleu va se continuer, c'est-à-dire qu'après on va prendre des pauses ensemble, et en fait le fait d'avoir une proximité humaine avec eux va permettre que les échanges aillent plus loin, et que les consultations aillent dans les deux sens, soient bilatérales. Et ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin, à la fois dans les développements infra et à la fois dans les développements logiciels. Alors on est le 7 septembre 2015, il est 5h34, on a l'équipe dans son ensemble, on a les ops, les devs, l'APO qui est là, et on a Florian Tissot qui appuie sur le bouton entrée pour mettre le site de Bleu en prod à 5h34. Et qu'est-ce qui se passe, Pierre-Gilles ? En fait, ce qui se passe, c'est que personne n'y croit. C'est-à-dire que France Bleu est en grande difficulté depuis des mois, c'est-à-dire qu'il est indisponible pendant plusieurs minutes par jour. Et les éditeurs du site ont du mal à publier, parfois ils doivent s'y reprendre à 3 ou 4 fois pour que le contenu qu'ils viennent d'éditer soit effectivement disponible sur le site. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça marche. Et on n'est pas du tout habitué à ce que ça marche chez France Bleu. Et donc personne n'y croit. Et on n'y croit tellement pas que ça ne va pas être annoncé. C'est une chaîne de radio, on pourrait annoncer sur les chaînes « Ah, c'est super, on a un nouveau site qui est ouvert !» Non, personne n'en parle. Tout le monde est incrédule. Et en fait, il va se passer 3 jours avant qu'il y ait une annonce de fait. Et en fait, l'annonce, elle est provoquée par les auditeurs qui appellent France Bleu en disant « C'est bizarre, on dirait que votre site web, il a changé. » Et oui, il a changé. Et depuis, il n'est pas tombé. Et donc là, évidemment, quand on livre un site, il y a forcément des bugs cosmétiques plus ou moins graves. Et nous, dès 8h30, on était déjà en train de mettre en prod des correctifs, des bugs fixes, etc. Donc après cet événement de Bleu, en septembre 2015, on en ouvre plein d'autres sites sur ces 2 infrastructures. Donc on a France Culture, tout de suite quelques mois après, en janvier 2016. On a France Inter, qui est un de nos sites les plus visités, en juin 2016. On ouvre France Musique, novembre dernier, ça va faire 1 an. Donc on enchaîne l'ouverture des sites et l'ouverture de nos services numériques. Les équipes grossissent. Au départ, on a une équipe d'Ops de 2,5, 3 personnes. L'équipe d'Ops grossit, devient 4, 5, 6. Les équipes de Dev, on était quoi, 15, devient 20, 25, 30. Aujourd'hui, nous sommes 60. Donc les équipes grossissent. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Quand on a les équipes qui grossissent et en plus, c'est bien gentil, on fait quelque chose qui a de l'adrénaline, puisqu'on est dans une phase de build. On est là en train de partir de zéro. Il y a les esprits se chauffent, les gens discutent, etc. Mais une fois qu'on a délivré le produit, on a une phase d'exploitation. Il y a une phase de run. On se dit peut-être qu'on doit faire l'amélioration continue, et puis la vie continue. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les équipes commencent à s'éloigner les unes des autres. De toute manière, elles sont grosses. Les gens qu'on connaissait, avec qui on faisait des post-clubs, c'est plus les mêmes. Et donc, l'équipe grossit. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe en septembre 2016? On a des tensions dans les équipes. Les devs qui râlent contre les ops. On n'a pas ce qu'on veut. Le staging est en rade. On est un peu dans le cas de figure de Pauline et Aurore tout à l'heure. Et on se dit, c'est une équipe déjà. Peut-être qu'ils ont un backlog. Peut-être qu'il faut des porteurs de besoins par rapport à leur backlog. C'est une équipe qui réalise des choses. Les autres, ils doivent voir ce qu'ils réalisent. C'est une équipe qui a aussi des difficultés entre elles. Des personnes, les ops qui sont là. On doit faire des démos peut-être, faire des rétros. On a un backlog. On doit délivrer des choses. Dans ce cas-là, pourquoi on ne ferait pas des sprint planning? Et puis la vision de MVP. Ça a aussi un sens peut-être. Peut-être qu'on doit délivrer des choses, on ne peut pas passer de A à B en claquant les doigts quand on a une infrastructure qui a grossi autant. Et puis, comme l'équipe de Ops a grossi, on va mettre en place ce qu'on appelle des bocaux. L'équipe d'Ops à Radio France s'appelle Vanda, pour un poisson nommé Vanda, et on a trouvé un bocal pour Vanda, ça faisait du sens. Le principe du bocal, c'est
C'est un moment, enfin c'est une réunion qu'on avait de façon hebdomadaire qui réunissait tous les ops et on attaquait un sujet. Le sujet, ça pouvait être la stratégie de cache, ça pouvait être comment on collecte les métriques, ça pouvait être aussi comment on fait l'alerting. Enfin, et en fait, on entrait, ça nous permettait de transmettre la culture de l'infra qui avait été faite pendant les 2 mois et demi du développement de Bleu, qui s'était prolongé après sur 6 mois. Ça permettait de transmettre cette culture-là et de permettre aux gens, aux nouveaux ops qu'on onboardait, d'être au clair sur les sujets qui étaient les nôtres. Et puis l'équipe d'Ops, ce n'était pas la seule équipe transverse au sein de la direction technique du numérique à Radio France. On a plusieurs équipes qui travaillent pour d'autres équipes. Et le problématique qui se pose avec les Ops se pose aussi avec d'autres équipes, notamment l'équipe des API, par exemple. Et donc, pour ne pas reproduire, vas-y, va ouvrir un ticket, on va attendre si on traite ton ticket, priorise ton ticket, etc. Et enlever ce côté humain qu'il peut y avoir entre les gens, qui pourrait avoir cette interaction qu'il peut y avoir entre les gens pour justement le recréer. On a inventé un truc qu'on appelle la foire. On a la foire à Vanda, la foire à Cruiser, on a la foire d'Auto. Ce sont 3 foires qui se tiennent les jeudis après-midi et qui tiennent entre 20 et 30 minutes. Chaque équipe vient avec ses demandes, ses problèmes et ses exigences vis-à-vis de l'équipe transverse. Et vient défendre son beefsteak vis-à-vis de l'équipe et dire pourquoi j'ai besoin d'un nouveau serveur, pourquoi tel sujet est plus urgent que par rapport à tel autre. Et puis il y a d'autres sujets. Alors l'intérêt de la foire, c'est que c'est un peu le bazar. C'est d'ailleurs volontairement, c'est pour ça que ça s'appelle une foire. Tout le monde arrive, enfin il y a dans le cadre de dans la foire de Vanda, c'est nous qui sommes les fournisseurs et on a nos clients qui viennent. Et l'intérêt de faire une foire, c'est que tout le monde va demander quelque chose. Tous les clients vont arriver et demander quelque chose. Et en fait, comme tout le monde est au courant de ce que demande chacun, ça crée de l'empathie entre les différents clients. C'est-à-dire que vous allez voir l'équipe web de France Bleu, par exemple, va demander quelque chose en supplémentaire, mais on va avoir une autre équipe qui va avoir ce besoin aussi. Donc en fait, la priorisation des tâches pour Vanda va être naturelle et admise par tout le monde. Et en fait, chacun de nos clients se sent mieux servi et comprend que l'ordre de passage est partagé et admis, en fait. Bon, c'est bien gentil d'avoir fait quelque chose à l'instant T. Vous pensez bien que les choses évoluent et qu'il y a des directions techniques qu'il faut prendre, il y a des orientations techniques qu'il faut prendre. Et il est hors de question à Radio France que ça vienne d'une seule personne ou d'une équipe dédiée. Vous savez très bien que pour accompagner le changement, il faut de l'adhésion. Et pour avoir l'adhésion entre les gens, entre les équipes qui ont des intérêts contradictoires, voire parfois divergents, et chacun tire le morceau vers lui, on a inventé un autre truc qu'on appelle le conclave. L'idée du conclave, c'est on se met dans une salle. C'est vrai qu'à plusieurs têtes, on réfléchit mieux qu'à une seule. Mais quand on est 60, à 60, on ne peut pas réfléchir. Donc on met ceux qui ont la responsabilité de l'orientation technique à prendre dans une salle, donc généralement 2, 3, 4 personnes. On ne sort pas de la salle tant qu'on n'a pas pris une seule décision. Et la décision, ça peut être celle-ci, on n'a pas assez d'éléments, et assez d'éléments pour essayer de prendre une bonne décision. Voilà les actions qu'on va en prendre pour avoir les éléments pour prendre les décisions. L'idée, c'est que les décisions en conclave soient unanimes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer Ops et Dev ensemble si on ne partage pas une vision commune. Donc l'idée, c'est de définir ensemble cette vision commune. Alors, elle porte systématiquement sur des points d'orientation générale, enfin, ou des points... Mais c'est des choix. Les choix qui sont faits là sont des choix qui vont engager Radio France sur plusieurs mois, sinon plusieurs années. Donc en fait, on prend vraiment le temps, et encore une fois, on n'hésite pas à repousser la date de décision quand on n'est pas certain de notre choix. Donc il faut que ce soit unanime et partagé. Oui, et puis vous savez, c'est pas le monde des bisounours non plus. Il y a des trolls, ça continue, ça peut durer, etc. Ça n'est jamais arrivé pour l'instant à Radio France, mais l'autre truc qu'on ne s'interdit pas, c'est qu'à un moment donné, on a l'option A, l'option B. Ce qui se passe, c'est le business qui prend la décision. On regarde quelle est l'option, quel est le moins d'impact sur les choix, sur une organisation, ou même y compris en termes financiers. Ben voilà,
depuis 2015, voilà une courbe qui représente le nombre de visites. C'est des chiffres de mois de mai dernier. Donc on a de plus en plus de gens qui viennent visiter nos sites internet, de plus en plus de gens qui téléchargent nos podcasts. On a de plus en plus envie de faire de nouveaux produits. Donc c'est bien, encore une fois, gentil de répondre à un besoin à un instant T. Ben, nous, notre ambition, c'est pas juste être dans le run, et puis dans le ronronnement, oui, ça marche, et puis pourquoi on irait faire autrement, et pourquoi on n'avancerait pas, pourquoi on ne réfléchirait pas au futur. L'idée, c'est hors de question de reprendre le retard qu'on avait pris précédemment. Donc à partir de là, puisqu'on a une organisation qui roule, on a des gens qui sont dans la fluidité, on arrive à faire des mises en production tout le temps, dans la journée, on ne se pose pas de questions, même si c'est pas non plus, encore une fois, le monde des bisounours. Et bien là, on a dit, Pierre-Gilles. Comme ça nous a libéré du temps, en fait, le travail qu'on a effectué il y a 2 ans. On entame aujourd'hui une nouvelle rupture de paradigme. Et en fait, ce qu'on a défini sur DVM en 2015, on l'a réécrit sur des conteneurs. L'idée, c'était qu'on était arrivé aux limites des capacités de ce qu'on pouvait faire sur les conteneurs. Il y avait certainement des améliorations à faire, mais elles représentaient un risque opérationnel qui est comparable à celui qu'on aurait aujourd'hui avec des conteneurs. Donc en fait, on a fait une analyse de ça en début d'année, et on s'est aperçu qu'effectivement notre use case convenait parfaitement aujourd'hui à du traitement plus atomique. Et donc ça, c'est ce qu'on va mettre en production très prochainement. Alors, s'il y avait une conclusion à tirer de tout ça, c'est que, avoir fait cette histoire-là, ce sont des pots, des échanges dans la voiture, des covoiturages, ce sont des échanges autour d'un pot. Ce n'est pas forcément avoir pris en fait des dogmes d'un côté et avoir voulu absolument respecter les dogmes et les formes. Et évidemment, entre les devs et les ops, entre le métier et la technique, il y a forcément des intérêts divergents. Il y a forcément des tensions, il y a forcément des frictions. Mais s'il y a une chose qui nous a aidés, et une des valeurs qu'on porte en fait à la direction technique du numérique à Radio France, c'est celle-ci. On est extrêmement sérieux, mais au grand jamais, on se prend au sérieux. Et ce qui permet que les uns et les autres effacent leurs égos et qu'on ait un seul objectif, c'est le produit, et qu'on réponde aux besoins de nos usagers, qui sont finalement vous qui êtes assis dans cette salle. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Bon, merci d'être venu, merci pour ce talk, bien sûr. J'ai quelques questions à vous poser qui ont été posées sur Slido, donc merci toujours pour ça. Première question qui a été upvotée. Travaillez-vous avec France Télévisions et autres groupes publics pour partager et évoluer ensemble dans une démarche DevOps? Ça, c'est Nicole, ça. Oui, on travaille avec France TV, on a été amené à travailler avec France Télévisions, notamment quand c'est plus Radio France qui opère le site de France Info. C'est à la suite de la création de la chaîne France Info. Et donc on est amené à travailler ensemble, mais en fait, c'est pas parce qu'on s'appelle France Télévisions et Radio France que les problématiques qu'on peut avoir entre les uns et les autres, les intérêts, des divergences, on l'a aussi entre cousins. Donc c'est pas pour autant que ça facilite beaucoup le travail commun. Et on va être amené de plus en plus à travailler ensemble pour d'autres sujets avec France TV, oui. Excellent. Et une autre question. Est-ce que le fait d'avoir une majorité des assistants externes complexifie la mise en place du DevOps? L'assistant externe, hein. Oui, c'est ça. Est-ce que les externes, non. En fait, à Radio France, si jamais vous venez, d'ailleurs je vous invite de venir visiter, si jamais vous venez, vous ne saurez jamais si un tel est externe ou un tel est interne. Parce que la valeur qu'on apporte par rapport au produit, ce n'est pas le statut qu'on a avec l'entreprise. C'est une valeur qu'on apporte par rapport à un produit. Donc en fait, c'est une vision qu'on partage par rapport au produit. Et on vient pour assumer une responsabilité de développeur, d'intégrateur, d'ops, d'architecte, ce que vous voulez. Et donc, on vient pour participer à la réalisation et apporter une valeur par rapport à un produit. Après, les problématiques qu'il peut y avoir avec un partenaire commercial, etc., normalement, l'équipe opérationnelle n'a même pas à être impactée par ce type de problématique. Donc, finalement, on est là, on apporte de la valeur par rapport à ce qu'on a et par rapport aux talents et compétences qu'on a au sein d'une équipe, peu importe le statut, finalement.
Bon, c'était la bonne réponse. Hein. Bon, voilà. Ben, merci pour ce talk et merci d'être venu. Merci.